Le président sud-africain Cyril Ramaphosa effectue une visite officielle de 4 jours aux États-Unis dans un contexte de relations tendues entre les deux pays. Il sera reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche par son homologue Donald Trump. Les détails à retrouver dans cette édition. Depuis un an, aucune radio, aucune télé privée n'émet en Guinée. Seule la radio et télévision guinéenne, la RTG, qui décrypte l'actualité. Raison, non-respect de cahier des charges selon le ministre de la Communication. Les détails à retrouver également dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Quel avenir pour les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis? Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a entamé en début de semaine une visite de 4 jours aux États-Unis avec un point d'orgue ce mercredi, une rencontre avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Une rencontre qui intervient dans un contexte extrêmement tendu entre les deux pays, Washington accusant notamment Pretoria de prétendues persécutions à l'encontre des Afrikaners. Les enjeux sont d'importance pour l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, la relation avec Washington est sous tension. Deuxième partenaire commercial du pays, les États-Unis menacent d'imposer une taxe de 31% sur les importations sud-africaines. Une mesure qui mettra en péril des milliers d'emplois. En visite à Washington, Cyril Ramaphosa espère sauver l'accord AGOA qui permet un accès préférentiel au marché américain. Mais le contexte est tendu. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump accuse Pretoria de persécuter les Afrikaners après une loi controversée sur la redistribution des terres. Une polémique relancée par Elon Musk et qui a conduit les États-Unis à accorder l'asile à 49 Afrikaners. Autre sujet des discords, la proximité de Pretoria avec la Chine, la Russie et surtout sa plainte contre Israël à la Cour internationale de justice. Dans ce climat, Ramaphosa tente de jouer la carte des ressources minières pour renouer le dialogue. Un défi de taille à quelques mois du G20 que l'Afrique du Sud doit présider, sans garantir que Trump y participe. En Guinée, cela fait tout juste un an que les radios et télé privées nationales sont totalement fermées. Le ministre de l'Information invoquait un non-respect du contenu des cahiers des charges. Depuis, c'est essentiellement le média d'État, la RTG, qui traite de l'actualité politique guinéenne. Alors que se clôture ce mercredi à Conakry le forum sur l'avenir de la presse animé par les militaires du CNRD, le gouvernement et des institutions, la situation des journalistes reste inquiétante comme l'atteste le classement annuel de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. La Guinée dégringolant de 25 places en une seule année. En mars 2024, le Premier ministre Baouri, en conférence de presse, revenait sur la fermeture de ces médias privés, l'estimant nécessaire à la refondation voulue par le président Mamadi Doumbouya. Ici, j'avais dit à la presse lorsqu'ils ont refusé la main tendue au mois de mai de l'année dernière. Ceux qui refusent d'aller dans le sens du changement vont disparaître et de par leur propre faute. Et j'ai dit aux journalistes, il y a un espace à prendre, mais cet espace à prendre doit correspondre avec une prise de conscience que les paradigmes ont changé. En effet, une répression sans précédent s'est abattue sur la profession depuis l'arrivée de Baouri à la primature. Hormis la perte de plus de 700 emplois dans le secteur, RSF dénonce une multiplication des agressions, arrestations arbitraires et menaces envers les journalistes en 2024, avec en fin d'année l'enlèvement de Habib Marwan Kamara par des gendarmes et toujours porté disparu à ce jour. 2 mois après ce kidnapping devant des journalistes, Anzere Kore Fanasouma, ministre de l'Information et ex-présentateur du JT de la RTG, déclarait « On n'est pas plus puissant que l'État. Quand l'État veut te faire taire, il te fera taire. Tu ne peux rien. » Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko l'avait annoncé le 19 février 2025. Des fouilles ont commencé à Thiaroye. Il s'agit d'identifier des fosses communes où pourraient être enterrés des tirailleurs massacrés par l'armée française le 1er décembre 1944 alors qu'ils réclamaient leur prime de démobilisation. Le but est de tenter de faire la lumière sur le bilan exact de cet épisode sanglant de la colonisation. Voilà une dizaine de jours qu'une équipe d'archéologues sénégalais a commencé les fouilles au niveau du cimetière militaire de Thiaroye, où des victimes du massacre sont présumées avoir été inhumées, mais aussi sur le site de l'ancien camp militaire en banlieue de Dakar, capitale du Sénégal. L'objectif est de sonder la terre pour localiser de possibles fosses communes
ou des squelettes. Car l'une des questions, par exemple, est de savoir si les tombes du cimetière militaire de Thiaroye sont vides ou si des tirailleurs y sont bien été enterrés. En 2020, un député français citant l'armée évoquait l'existence de 3 fosses communes situées sous les tombes anonymes du cimetière dans des rapports sur le massacre présentés au Parlement. Plus globalement, il s'agit de retrouver la trace d'une ou plusieurs fosses communes pour tenter de déterminer le nombre exact de tirailleurs tués ce 1er décembre 1944. Puis à ce jour, les archives de l'armée française parlent toujours de 35 morts, alors que les historiens spécialistes du sujet les estiment plutôt à plus de 350. Plus de 80 ans après les faits, l'enjeu est de taille et le travail complexe. Il a été confié à des archéologues de l'université Cheikh Anta Diop et des membres de l'armée, sans limite de temps, a expliqué RFI le président du comité scientifique, Mamadou Diouf. Ces fouilles pourraient en effet durer. Les possibles résultats seront en tout cas consignés dans un livret blanc qui doit être remis au président du Sénégal dans les prochaines semaines et tenu secret d'ici là. Ce livret blanc aurait pour objectif de répondre à 3 questions, explique l'historien Mamadou Diouf. Que s'est-il passé? Quelles sont les lacunes qui restent pour dire ce qui s'est passé? Et que faut-il faire à l'avenir pour obtenir un maximum d'informations? Alarme Fonds Sahara et le réseau Maghreb Sahel sur les migrations font partie des signataires d'un appel à respecter les droits des migrants expulsés par l'Algérie vers le Niger. En 2024, Alger a renvoyé plus de 31 000 personnes vers le Niger. Les signataires dénoncent aussi le silence des organisations continentales et sous-régionales qu'elles appellent à prendre position. Situation humanitaire particulièrement préoccupante, violation massive des droits humains à la frontière sud de l'Algérie. Selon les organisations signataires, le désert du Sahara y est devenu un mouroir silencieux. Les convois algériens abandonnent à la frontière des migrants, forcés de poursuivre leur chemin au Niger, dans des zones où les températures peuvent frôler les 50 degrés. Il y a un mois, un seul convoi algérien a renvoyé dans le nord du Niger plus d'1 millier de personnes, dépouillées de leurs biens, parfois malades. Les migrants dénoncent violences et traitements humiliants, poursuivent les organisations. Ceux qui ont la chance d'arriver à Assamaka, première localité après la frontière, trouvent des structures et des organisations humanitaires débordées. Aux autorités algériennes, ces organisations de défense des droits des migrants demandent donc l'arrêt des expulsions. L'Algérie n'est qu'un chemin pour certains d'entre eux, avant de poursuivre leur voyage plus au nord vers l'Europe. Une Union européenne qu'elle accuse de sous-traiter la question migratoire et de détourner le regard. Les organisations de défense des droits des migrants dénoncent aussi le silence sur le continent de l'Union africaine et des organisations sous-régionales, la CEDEAO, la CEMAC, dont les ressortissants se trouvent pourtant parmi les migrants refoulés. Dans un communiqué publié le 20 mai 2025, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, annonce que la poliomyélite, maladie très contagieuse pouvant entraîner une paralysie des membres irréversible, ne circule plus à Madagascar. Depuis 2020, la grande île faisait face à une flambée des cas de poliovirus de type 1. C'est la toute première souche de la maladie encore en circulation, responsable de quelques centaines de cas dans le monde chaque année. Depuis le début de l'épidémie en 2020, les campagnes de vaccination en série ont permis à 2/3 de la population malgache, soit 19 millions de personnes, d'être vaccinées contre le virus. La riposte s'est accélérée en 2023 après la découverte de 2 cas de paralysie d'adultes, rares pour une maladie concentrée chez l'enfant. Christine Jolmes, représentante de l'UNICEF à Madagascar, se réjouit d'une mobilisation au sommet de l'État jusqu'aux autorités traditionnelles et volontaires sur le terrain. Il s'agissait d'une vaccination de porte à porte. Cela signifie qu'on a eu des vaccinateurs qui ont cogné à toutes les portes des habitants de Madagascar. Ça a été un travail énorme. C'était quand même une épidémie importante, donc il fallait l'enrayer très vite. C'est un succès qui peut même servir d'exemple pour d'autres pays. Le pays doit encore éviter une résurgence de l'épidémie. Il faudra pour cela étendre la vaccination de routine dans les zones les plus enclavées de l'île, là où la disponibilité des doses reste un défi et où une partie de la population s'en méfie. C'est le seul moyen, estime le professeur Laurent Mouzango, représentant
représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Madagascar d'atteindre l'unanimité collective requise pour endiguer durablement la maladie. Ces vaccins sont gratuits, vérifiés. Ce sont des vaccins qui ne représentent aucun risque pour l'homme. Donc, on doit vraiment réussir à acheminer le vaccin jusqu'au dernier kilomètre d'utilisation. Et là, on vaincra toutes les maladies évitables par la vaccination, y compris la poliomyélite. En 2018, Madagascar avait déjà été déclaré libéré de la poliomyélite par l'OMS avant de faire face de nouveau à la maladie 2 ans plus tard. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bon suivi de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.